n'est-ce pas, de ceux-là qui voulaient envahir notre pays. La résistance populaire n'avait pas aussi été intense comme actuellement, mais nous savons identifier les patriarches qui ont résisté contre l'AFDEL pendant un temps. Donc, c'est cette suite logique des événements qui nous a amené maintenant à constituer ce qui existe actuellement de la manière un peu plus professionnelle, où il y a l'incorporation de toutes les tendances tribalo-ethniques, tout le peuple congolais, tous devant cette dynamique de la résistance populaire pour en découdre une fois pour toutes avec ces agressions répétitives venant du Rwanda et de l'Ouganda et de leurs alliés. Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Nous sommes le 20 janvier 2024 et à Kinshasa, aujourd'hui, nous assisterons aux cérémonies d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi pour son deuxième mandat à la tête du Congo. Et à cette occasion, nous avons le plaisir de vous présenter et d'avoir avec nous, M. Jules Mulumba, qui va lui-même se présenter tout à l'heure et qui fera avec nous quelques commentaires sur d'abord la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi, ce que cette date va constituer dans l'histoire du Congo, et ce que lui-même et ses camarades attendent de la réélection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur Jules Mulumba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ndagijumana. Alors, nous vous avons invité à votre qualité de porte-parole ou de communicateur des Wazalendo, mais vous nous direz précisément quel est le titre qui sied mieux à vos activités actuelles parce que les choses vont vite. En tout cas, c'est comme ça que nous vous connaissons. Porte-parole ou communicateur des Wazalendo, le mouvement des jeunes patriotes, les résistants que nous soutenons depuis pratiquement le début de ce mouvement. Nous aborderons donc aujourd'hui l'investiture du président Tshisekedi. Nous parlerons ensuite des attentes du peuple du Nord Kivu notamment et du peuple de RDC de manière générale. Est-ce que vous-même, vous, le mouvement des Wazalendo, attendez de ce deuxième mandat? Je salue au passage Mama Sifa qui nous a rejoint, qui est dans l'émission, même si techniquement elle rencontre encore des petits problèmes, mais l'émission est en cours. Alors, pour commencer, avant de faire les analyses, de voir les perspectives, je vous demanderai, cher Jules Mulumba, de vous présenter à notre public. Oui, comme vous l'avez dit, moi c'est Jules Mulumba. Je suis le communicateur de la corporation de la résistance en RDC, spécialement à l'est de la RDC, désigné sous le label de Wazalendo ou carrément volontaire pour la défense de la patrie. Je suis aussi président de CMCFDP, c'est l'un des mouvements qui constitue cette corporation de Wazalendo.
Monsieur Jules Moulumba, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ndagijumana. Alors, nous vous avons invité en votre qualité de porte-parole ou de communicateur des Wazalendo, mais vous nous direz précisément quel est le titre qui sied mieux à vos activités actuelles parce que les choses vont vite. En tout cas, c'est comme ça que nous vous connaissons. Porte-parole ou communicateur des Wazalendo, le mouvement des jeunes patriotes, les résistants que nous soutenons depuis pratiquement le début de ce mouvement. Nous aborderons Oui, donc aujourd'hui l'investiture du président Tshisekedi. Nous parlerons ensuite des attentes du peuple du Nord Kivu notamment et du peuple de RDC de manière générale. Est-ce que vous-même, vous, le mouvement des Wazalendo, attendez de ce deuxième mandat? Je salue au passage Mama Sifa qui nous a rejoint, qui est dans l'émission, même si techniquement elle rencontre encore des petits problèmes, mais l'émission est en cours. Alors, pour commencer, avant de faire les analyses, de voir les perspectives, je vous demanderai, cher Jules Moulumba, de vous présenter à notre public. oui, comme vous l'avez dit, vous l'avez dit, moi, c'est Jules Moulumba. Je suis le communicateur de la Corporation de la Résistance en RDC, spécialement à l'est de la RDC, désigné sous le label de Wazalendo ou carrément volontaire pour la défense de la patrie. Je suis aussi président de CMCFDP, c'est l'un des mouvements qui constitue cette corporation de Wazalendo, CMCFDP. Je suis résistant de longue date. On n'est pas tombé de dernière pluie, mais nous sommes résistants de longue date parce que nous avons ensemble avec les héros nationaux, nous les qualifions comme tels, même si peut-être officiellement ce n'est pas le cas, mais Baouma et Mamadou que nous saluons, dont nous saluons la bravoure, manœuvrer ensemble pour défaire l'M23-1, qui était la énième agression de notre pays par les mêmes voisins. Et avant ça, on était dans la résistance de Pareco. Moi, j'étais encore étudiant, effectivement, mais j'étais sympathisant de Pareco. Mais dans la corporation de Wazalendo, il y en a qui ont activement participé à la lutte armée contre le CNDP, contre le RCD, et pourquoi pas même contre l'AFDEL, parce que même si l'AFDEL avait trouvé le chemin un peu balisé par le fait que il y avait un système politique aussi qui était vétuste à l'époque, il y avait aussi la cohésion sociale entre le peuple qui était brisé par la politique de diviser pour mieux régner, n'est-ce pas, de ceux-là qui voulaient envahir notre pays. La résistance populaire n'avait pas aussi été intense comme actuellement, mais nous savons identifier les patriarches qui ont résisté contre l'AFDEL pendant un temps. Donc, c'est cette suite logique des événements qui nous a amené maintenant à constituer ce qui existe actuellement de la manière un peu plus professionnelle, où il y a l'incorporation de toutes les tendances tribalo-ethniques, tout le peuple congolais, tous devant cette dynamique de la résistance populaire pour en découdre une fois pour toutes avec ces agressions répétitives venant du Rwanda et de l'Ouganda et de leurs alliés. Voilà, en bref. C'est une corporation qui commence depuis le mois de mai 2022. On avait tenu une grande réunion à Pinga, à cheval entre Walikale et Massissi, où tous les résistants étaient conviés, bien sûr les groupes phares, pour annoncer officiellement la cessation des hostilités entre les groupes, parce qu'il y avait il y avait toujours des influences négatives venant de l'extérieur ou de l'intérieur pour opposer les uns les autres. Et il fallait à tout prix baliser ça. Il fallait aussi amener les gens à agir dans la symbiose. C'est comme ça qu'il fallait tenir cette réunion au mois de mai 2022 à Pinga, amener tout le monde à se lier ensemble comme un seul homme pour barrer la route à l'ennemi qui venait du Rwanda.
Et ce mot Wazalendo sera beaucoup plus en vogue après les assises de Nairobi du mois de novembre-décembre, où j'avais activement participé moi-même et je serai effectivement plébiscité communicateur de tous les résistants qui étaient réunis là pour présenter les desiderata ou les fondements même de la résistance de la doctrine Mai Mai, qui est la doctrine originale au Congolais, mais que l'ennemi de notre pays a toujours falsifié au travers les différentes institutions internationales, nous qualifiant de tous les noms des oiseaux. Il fallait alors expliciter à l'opinion nationale et internationale c'est quoi le maïmaïsme, qui est, en d'autres termes, le patriotisme. Et pour bien l'expliquer, il fallait le dire dans les termes qui seront bien compris par les autres, notamment les facilitateurs, Uhuru Kenyatta et les autres présidents qui devaient suivre à distance le déroulement des activités à Nairobi. Et c'est là que je vais évoquer le mot Uzalendo pour signifier le patriotisme et se qualifiant, ou nous qualifiant carrément de Wazalendo pour que ceux qui sont de l'expression swahiliphone comprennent la logique. Voilà, en bref, les fondements même de ça. Et pour bien comprendre peut-être pour quitter une fois pour toutes la présentation de cette situation, pour bien comprendre les Uzalendo ou le patriotisme ou la résistance qui est la nôtre, il faut rentrer dans la période précoloniale même de notre pays où nous avons connu la traite négrière. Il y a nos ancêtres qui ont résisté, non seulement au Congo, mais à travers l'Afrique, contre cette traite. Après, il y a la colonisation. Chez nous, au Congo, nous avons des figures emblématiques comme Kimpavita. C'est une dame brave qui avait résisté contre les colons. Elle sera abattue froidement par les mêmes colons contre qui elle résistait. Il y a Simon Kimbangu, qui avait même prophétisé le Messie noir. Il a résisté contre le colonialisme et par la suite, il sera jeté en prison où il mourra. Il y a Lumumba, qui a résisté contre l'impérialisme et la colonisation, s'étant ligué à Kwame Nkrumah et aux autres, Frantz Fanon et les autres, panafricanistes pour réclamer l'indépendance de notre pays et de l'Afrique même. La suite est connue par tous. Il sera élu par les Congolais à l'époque et on va même l'empêcher de siéger comme président. On va plébisciter Kasavubu. Et même le poste de Premier ministre qu'on va lui donner, on va l'éjecter dans un laps de temps. Il sera tué froidement au Katanga. C'est même ça, le soubassement de la résistance armée dans l'esprit des Congolais. Comme tous les prédécesseurs avaient résisté pacifiquement et qu'ils finissaient par être tués par les armes à feu ou armes blanches, il fallait alors aiguiser le fer par le fer. C'est comme ça que les Moulélé, le Adolphe Muzito, non, pas Muzito, le Gizenga, Antoine, le Kabila Mouzé vont faire les maquis et déclencher une rébellion armée contre l'imposteur à l'époque qui était Mobutu, qui était même le bourreau de Lumumba. Et c'est ce qui a ancré l'esprit des Congolais, surtout particulièrement à l'Est, parce que Mzee Laurent Désiré Kabila avait fait 30 ans ici à l'Est, et nous, on a pigé l'essentiel de l'esprit de son esprit de résistance. Et par-dessus tout, nous sommes les toutes premières victimes de toutes ces guerres. On nous a massacrés, on a violé nos mamans, on nous a volé tous nos biens essentiels, on nous a paupérisés. La population de l'Est est une population très dynamique qui serait actuellement très développée si on nous avait laissé notre paix qu'on vivait vers les années 80-90. Tout ça, ça a été chambardé par une politique, n'est-ce pas, qui impose le sang comme un mode de gouvernance et qui impose la cruauté, les assassinats ciblés, n'est-ce pas, des crimes imprescriptibles, n'est-ce pas, comme mode de gouvernance. Et nous rendant compte qu'il faut effectivement résister pour essayer de survivre, on a développé des mécanismes, n'est-ce pas, de résistance à outrance, et c'est ce qui fonde notre existence actuellement comme
Wazalendo ou comme volontaires pour la défense de la patrie. Voilà en bref ce que je pouvais donner comme synthèse de la dynamique. Vous avez bien fait de mentionner la réunion ou voilà, les rencontres de Nairobi qui ont suivi finalement la mise en place du Uzalendo. Mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Vous êtes déjà devenu des Wazalendo après la réunion que vous avez organisée ensemble avec tous les mouvements, ou alors vous l'avez décidé après Nairobi? En allant à Nairobi, vous étiez déjà ensemble. On est Wazalendo dès la genèse de notre existence comme résistant. Mais je plutôt voulu signifier ici le jour où ce terme a été en vogue, parce que c'est un terme qui était inconnu. Et pour que le monde comprenne pourquoi, d'où est venu ce mot, quoi. On ne se pense pas que c'est un monstre qui s'est façonné de soi-même, non, non. On est Wazalendo depuis l'existence de la résistance, depuis Moulele, depuis Lumumba vers les années 60, c'est même ça, la résistance armée. Mais les Wazalendo congolais commencent par Kimpavita, ce que j'ai expliqué. À Nairobi, c'était une bonne manière d'expliciter aux locuteurs de Kiswahili qui ne comprenaient pas en fait ce que nous étions, et pour balayer une fois pour toutes, n'est-ce pas, tous les mensonges que le pouvoir de Kigali et ses alliés ont pu injecter dans les différents salons diplomatiques à travers le monde, que les gens comprennent ce que nous sommes. Il fallait utiliser les termes effectivement appropriés. Mais la corporation, quant à elle, commence, n'est-ce pas, depuis le mois de mai 2022, quand on était à Pinga. C'est 17 au 9 mai 2022 qu'on avait tenu une réunion qui invitait tous les résistants de différentes composantes à se liguer tous ensemble comme un seul homme pour défaire l'agression qui venait encore une fois du Rwanda, comme toujours. Voilà. Rappelons que l'agression, la nouvelle agression du Rwanda à travers le M23 avait commencé fin 2021, je pense. Donc 6 mois avant le mois de mai 2022. Effectivement, ça avait commencé en novembre 2021 et ça nous avait trouvé existants d'abord, mais comme des organisations indépendantes l'une de l'autre. On n'avait pas encore mis en place la corporation. Voilà. C'est bien compris et c'est un processus d'unification que nous saluons. Maintenant que les gens vous connaissent, ils savent aussi que après le mois de mai 2022, après le processus d'unification qui a été renforcé, les gens savent aussi qu'il y a eu du répondant de la part du gouvernement congolais. Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que le gouvernement congolais en vienne à comprendre le Uzalendo et à, j'allais dire, adhérer à cet esprit? Est-ce que ça n'a pas été difficile de convaincre Kinshasa? Difficile, oui, parce que, s'il faut le dire, au moins, on existe depuis tout ce temps. La moindre valeur que les résistants avaient pu avoir avant la mort de Laurent Désiré Kabila en 2001, paix à son âme, parce que lui qui avait à un moment donné été Mouzalendo comme nous, avant de pactiser avec les diables, effectivement, avait compris qui est le diable. Où est-ce il faisait mal à l'ennemi, où est-ce qu'il fallait effectivement piquer pour que l'ennemi guérisse une fois pour toutes. Et après son décès, effectivement, on s'était tous trompés de vue par rapport à son successeur. Mais la politique qui était celle de M. Laurent Désiré Kabila n'avait pas été suivie par son successeur. On nous a systématiquement déstabilisés et tous nos efforts étaient payés en monnaie de singe. C'était plutôt l'agresseur qui était récompensé au travers Sun City avec M. Azarias Ruber Ouamanya bombardé, vice-président de la République chargé de la défense de la sécurité. Allez-y comprendre ce que nous on devait devenir en tant que résistants qui avions combattu contre le RCD. Après, il y a le CNDP, on fait des négociations à Goma. Monsieur Bosco Ntaganda est bombardé commandes d'opération à Manileo depuis le Kivu jusque dans la province du Maniema. Allez-y comprendre ce que nous on devait devenir ayant servi sous Pareco.
Et par la suite, il y a les occasions de Kampala, où le gouvernement Kabila entretient des négociations avec les M23-1. Aucun Mouzalendo n'était convié et nous, on va militer sur le terrain pour défaire cette mésaventure. Mais la suite, c'est que les officiels gouvernementaux FARDC avec qui on avait manœuvré seront payés en monnaie de singe en les décapitant, paix à leurs âmes, Baouma et Mamadou. Et nous, quel était notre sort? On va nous déporter de l'Est vers l'Ouest, Kamina Kotakoli, où on nous a gardés pendant 3 ans. Et pour la suite, on va nous larguer dans la vie civile sans aucune mesure d'accompagnement. Et, et c'est en fait, sous le régime actuel du président Tshisekedi, effectivement, au commencement, il y avait les mêmes difficultés parce que vous venez vous-même de l'évoquer que la corporation a une naissance au mois de mai, alors que l'agression avait commencé au mois de novembre, 6 mois après. C'est effectivement parce que il y avait ce commandement-là, il y avait cette personnalité politique du régime Kabila qui était encore influent, qui ne voulait pas nous voir réagir pour défendre le pays. On voudrait étrangler le Congo sans qu'il y ait témoin. Dieu aidant, les choses ont évolué et on a mis sur pied le processus. Le processus n'a pas non plus été accepté subitement. Il a fallu faire des lobbying parce qu'au-delà des salons internationaux, même à Kinshasa, l'ennemi était bien ancré. Il avait sali systématiquement notre existence, au point que même l'autorité avait des confusions sur notre personnalité. Il a effectivement fallu faire des lobbying après Nairobi pour que le monde comprenne qu'on existe, que la classe politique congolaise, spécialement le chef de l'État, comprenne qui sommes-nous, quelle est notre genèse, quel peut être notre rapport positif dans la défense de notre pays, mais aussi dans la reconstruction de notre pays. Et c'est par là que la décision sera prise, après l'avoir persuadé non seulement par les actes, mais aussi par des explications historiques de notre existence, que le gouvernement finira par comprendre qui sommes-nous et entreprendre une démarche qui consiste à nous légaliser et à constituer, comme tant d'autres pays, la réserve armée de la défense, qui doit prendre non seulement les Ouazalènes que nous sommes, mais aussi recruter autant d'autres. Parce que le Congo, c'est un pays continent bien convoité par des voisins comme les impérialistes. Il faut avoir un système de défense aussi beaucoup solide avec des ressources humaines consistantes et suffisantes. Voilà. Alors, cela effectivement clarifie bien des choses, hein, parce que les gens se demandent pourquoi vous vous battez, contre qui vous vous battez. Il est important de rappeler quand même que les Ouazalendo et les FARDC se battent dans cette guerre contre des armées d'agression, notamment les RDF, l'armée rwandaise, et qui s'accompagne bien sûr de supplétifs. Aujourd'hui, ce sont les M23, hier c'était le RCD, c'était le CNDP, c'était les AFDL. Et il est normal que s'il y a eu des restes ou des infiltrés de ces mouvements pro-rwandais qui étaient au pouvoir, il est tout à fait normal que Kinshasa faisait tout pour ne pas donner d'importance à ceux qui combattent réellement cette agression sur le terrain. C'est pourquoi d'ailleurs on se demande parfois pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne dénonçait pas vraiment publiquement et avec force l'agression et en désignant l'agresseur par le nom. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je suppose qu'il y a encore beaucoup d'infiltrés, des restes des anciennes agressions de 96, 17, 2003, CNDP, RCD, M23. Il en reste quand même. Est-ce que ces gens-là ne bloquent toujours pas lorsqu'ils peuvent le faire, ou alors ils ont été complètement extirpés du système gouvernemental? Oui, vous avez bien donné effectivement la synthèse de la problématique. Le Congo, c'est un pays continent.
qui regorge toutes les potentialités possibles et qui ne pouvait donc pas pleurnicher devant les petits Rwanda, s'il faut le dire même. Sur le plan démographique, nous sommes 10 fois le Rwanda. Sur le plan potentialité, on est 1000 fois que le Rwanda. Sur le plan superficie, on est 85 fois que le Rwanda. Donc, la seule province du Nord qui vous peut s'occuper du Rwanda et on va assujettir ce petit pays-là. Mais pourquoi on n'en arrive pas là? Effectivement, parce que l'autre côté est prédateur, alors que chez nous, peut-être les gens semblent vivre un autre mode de vie qui n'est pas du tout. On est pacifiste, quoi. C'est ce qu'il faut dire. Et nous sommes ces géants-là, mais qui acceptent de se faire piquer par les moustiques sans conjuguer aucun moindre effort de l'écraser. Et les moustiques développent des stratégies pour venir pondre les œufs dans nos oreilles, dans nos nez, sur notre dos. Et c'est chaque jour que les œufs éclosent pour nous embêter davantage. Et l'autorité actuelle a compris, mais il a compris une situation qui a été mise sur pied pendant plus de 20 ans. Parce que l'AFDL, c'est en 96, maintenant on est en 2024, c'est bientôt 30 ans. Donc allez-y comprendre que même si les gens disent par exemple que le sida ne tue pas spontanément sa victime, mais 20 ans après, les conséquences sont visibles. Donc, nous sommes systématiquement atteints par cette politique d'infiltration de Kigali. À un moment donné, c'est James Kabarebe qui est chef d'état-major général. À un moment donné, c'est Azarias Roubero qui est chargé de la sécurité, la défense de tout le pays, ayant la main mise sur la défense, la police, la DGM, l'ANE, parce qu'il était vice-président chef de la sécurité de notre pays. Et puis par la suite, c'est Kabila qui est président pendant 18 ans, donnant tous les moindres avantages à ces gens. Et donc, allez-y comprendre. Le cas le plus emblématique, c'est Bosco Ntaganda Laye, qui à un moment donné, il est interrogé, il dit être né au Rwanda, grandi au Rwanda, commencé sa rébellion au sein d'IFPR à Kinigi, dans les forêts là, mais qui était bombardier général de l'armée congolaise ayant le contrôle de tout le Kivu. Allez-y comprendre ce qui se pouvait se faire comme manœuvre. Il y a autant de Bosco Ntaganda qui sont encore dans ce pays, et fort malheureusement, l'infiltration ne date pas seulement de 96 parce que avant tout ça, il faut bien le dire, si on est sincère, que le Congo a connu des mouvements de population à différentes époques. S'il y a ceux qui sont venus comme des autochtones qui ont été retrouvés sur le sol congolais à 1885, il y a aussi d'autres qui sont venus comme des réfugiés à Sekanef venant du Rwanda, n'est-ce pas, qui n'ont jamais été rapatriés officiellement par le HCR. La HCR ne peut pas nous présenter maintenant la fiche de signalement à travers laquelle on peut lire les mouvements d'entrée des réfugiés de Sekanef et à travers une autre fiche nous montrer le retour de ces mêmes réfugiés. N'est-ce pas? Et profitant, n'est-ce pas, d'une situation socio-culturelle de la zone qui leur donne des manœuvres de s'identifier comme tels au travers leurs frères qui sont sur place, ils se sont naturalisés congolais, effectivement, de manière automatique, n'est-ce pas? Par la suite, ces gens-là, en 1994, quand le Rwanda était conquis par Kagame, pour ceux qui se souviennent, il y en a qui sont rentrés au Rwanda nous disant au revoir, nous rentrons dans notre pays, nous avons reconquis Rwatubyaye. C'est ça ce qu'ils disaient. Mais curieusement, ils sont revenus en nous disant que leur nationalité était reniée, il fallait nous faire la guerre, n'est-ce pas, dite de Banyamulenge de 1996, pour imposer au Congo de leur donner la nationalité. Vous voyez, c'est par là qu'il faut commencer, pour savoir qui fait quoi dans ce pays, pour ne pas se tromper des cibles. Par la suite, nous allons connaître la guerre de 94, là où il y a maintenant autant de millions qui se déversent, qui se reconnaissent jusqu'à maintenant comme des Rwandais, qui ont jusqu'à maintenant des organisations, des sociétés civiles, je ne sais pas, des organisations militaires, tout ça, mais qui ont réclamé, n'est-ce pas, l'application des accords d'Arusha, signés entre le pouvoir de FPR et le pouvoir du fait Abiyarimana, mais qui n'ont jamais été appliqués. La communauté internationale s'est contentant, n'est-ce pas,
de maintenir un vainqueur sur les vaincus qu'il impose de vivre l'esclavagisme. Tous ces aspects-là ne permettent pas au Congo non plus de bien faire sa politique de sécurité parce qu'il y a tous ces ingrédients qui sont pris en compte. Et ces gens-là crient à la marginalisation de la minorité. Le Congo, c'est un pays démocratique où vous devez produire un député pour être représenté dans l'Assemblée nationale. À partir des députés que vous avez produits, vous devez faire des ministres pour être représentés dans l'exécutif. À partir de base, il y a des députés provinciaux, des gouverneurs, des ministres provinciaux, de je ne sais pas quoi. Maintenant, on organise des élections au niveau communal. Ça signifie qu'on ne peut pas se prétendre être minorité pour imposer une certaine donne politique et un certain mode de gouvernance alors que le mode est déjà défini. Et c'est à partir de là qu'on nous impose certaines situations qui sont difficilement acceptables. Parce que un peuple peut être minoritaire au Rwanda, n'est pas l'être au Congo. Le Congo regorge 450 tribus. Si on peut rentrer dans la classification des minorités, il y en a qui sont plus minoritaires, qui ne sont que retrouvés dans un seul groupement ou dans une seule chefferie. Il y en a au Congo. Mais ils n'ont jamais pris les armes pour se battre contre le pays. Il y en a qui n'ont aucun officier supérieur, colonel, lieutenant-colonel. Mais ces gens-là qui se disent stigmatisés, n'est-ce pas, que Kagame prétend défendre, ils ont des généraux, ils ont produit des généraux. Certains qui ne sont même pas congolais comme le fameux Bosco Ntaganda. Il y a le député Dunia Bakarani, exemple, qui était arrêté au Rwanda à un moment donné. Il était député là. Et puis on va le réclamer, le Rwanda dit c'est un citoyen rwandais. Mais à la fois député à Kinshasa. Donc vous voyez que c'est compliqué. Donc ce sont ces aspects-là qui doivent être pris en compte pour qu'on sache, n'est-ce pas, étouffer une fois pour toutes les goulots d'étranglement qui contribuent à la déstabilisation de la région des Grands Lacs et principalement du Congo et balayer une fois pour toutes ces motifs créés, fallacieux créés par Kagame de défendre une certaine minorité imaginaire qui n'en est même pas une pour continuer à torpiller la sécurité de notre pays. Voilà donc ce que je pouvais donner comme élément par rapport à ça. Je vous remercie pour ce résumé très instructif qui montre la situation que vous avez traversée, mais aussi et surtout les enjeux réels. Les enjeux réels, aujourd'hui, ils persistent. La guerre se poursuit. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si sur le plan des opérations militaires, il y a lieu d'avoir un peu d'espoir quand même par rapport Oui, aux agresseurs dans la région où les agresseurs j'allais dire, sévissent? oui, il y a lieu d'avoir espoir. Pourquoi? La guerre au Congo ne doit pas être aperçue comme une simple situation. Elle est à la fois régionale, elle est à la fois internationale. Et les temps et les circonstances ont changé. Hein. Si à un moment donné, Mobutu était le seul quoi qui chantait en Afrique ou dans la région, c'était parce qu'il a profité de la guerre froide qu'il y a eu entre les États-Unis, les blocs occidentaux et l'URSS. Si Kagame est le seul quoi qui chante Museveni, c'est parce qu'ils ont profité, n'est-ce pas, de la fin de la guerre froide pour les États-Unis cherchant de nouveaux alliés dans la région, ils les ont façonnés. Mais actuellement, il y a un monde bipolaire qui est en train de se développer avec la guerre entre la Russie et l'OTAN. Et ça donne, n'est-ce pas, aux pays de l'Afrique euh, la marge de manœuvre de choisir où s'aligner. Et les États-Unis sont censés jouer, n'est-ce pas, à la douceur pour éviter de perdre des alliés stratégiques. Et la Russie est en droit de recruter. C'est pourquoi, à un moment donné, partant même de cette situation de l'Ukraine et de la Russie, il y a à espérer. Parce qu'il n'y a plus une dictature qui vient des mondes monopolaires. De deux, nous sommes en face des régimes dictatoriaux. Les Occidentaux se tapent toujours la poitrine des deux qui sont à la fois les gardiens de la démocratie, des droits de l'homme et autres. Même s'ils feignent ne pas le savoir, mais ils ont en tête, en conscience que Museveni, c'est un tyran qui vient de faire 40 ans au pouvoir.
Kagame, c'est un tyran qui vient de faire 30 ans au pouvoir. Sur le plan démographique, le Congo vient d'organiser autant de fois les élections, alors que nous, on ne connaît que les seules figures de Museveni au pouvoir. Les seules figures de Kagame, Museveni au pouvoir. Et les autres, effectivement, ils sont leurs alliés. Démocratiquement, ils sont coincés, parce qu'en dehors du Congo, il y a aussi le Kenya, il y a le Burundi qui organisait les élections, il y a la Tanzanie qui a organisé les élections. Vous voyez, ça c'est un aspect, c'est une donne qui ne le met pas dans une bonne position. Sur le plan social, le Rwanda, l'Ouganda sont des pays asphyxiés, dont le peuple ne vit pas vraiment le bonheur. Au Rwanda, qu'on ne vous trompe pas. Et même la cohésion sociale à l'interne n'existe pas. D'abord, la guerre en RDC, c'est une situation qui a fait déborder la vase au Rwanda, là où des milliers de jeunes gens se font massacrer gratuitement, là où les gens sont obligés de ne pas pleurer leur mort. Socialement, nous tous, nous sommes africains. Vous savez ce que ça fait quand tu perds un être cher et qu'on t'empêche de pleurer. Deux, trois, quatre fois, ça va faire déborder. Ça va éclater, ça va décréter une révolte populaire qu'on ne saura pas contenir. Sur le plan sécuritaire, l'acquisition des enjeux, n'est-ce pas, de la troisième dimension des premières générations par l'actuel président, met en difficulté le Rwanda. Parce que le Congo est en droit de faire survoler son espace, ses enjeux aériens, pour tuer par centaines et par cible des grands officiers et des troupes rwandaises et ougandaises, alors que l'Ouganda comme le Rwanda ne peuvent pas en faire autant. Vous voyez, donc nous avons la marge de manœuvre d'éliminer toute l'armée rwandaise sur le sol congolais par avion, sans que le Rwanda ne fasse monter même un seul avion. Et là, le Rwanda sera libéré de soi-même, sans que même qu'on y fasse une certaine guerre. De trois, vous avez suivi la déclaration ou le speech, même si on n'en est pas encore là, du président de la République. C'est un homme là à la colère qui a fait toutes les manœuvres pour tendre sa main à Kagame et à Museveni. Tout le monde sommes témoins. D'ailleurs, à un moment donné, nous, on en était frustrés parce qu'on connaît l'hypocrisie de ces gens, mais on pensait peut-être que c'est par naïveté, mais c'était par bonne foi, visiblement. La suite, vous l'avez connu. Le Rwanda, c'est un pays qui n'est pas en odeur de sainteté avec le Burundi. Je ne sais même pas s'ils sont en odeur de sainteté avec la Tanzanie. Chez nous, n'en parlons pas. Hier, eux-mêmes, les pionniers de l'empire qu'ils veulent créer dans la région étaient à couteau tiré Museveni et Kagame. C'est une même coalition de façade parce qu'il y a le fils de Museveni qui veut à tout prix succéder à son père et qui voudrait avoir le parrainage de Kagame. Voilà pourquoi ils se sont réconciliés. Bon, allez-y comprendre que nous avons toute la manœuvre. Et puis, tout le peuple congolais est devenu Muzalendo. Je pense que vous le suivez de très près. Femmes, vieilles comme vieux, jeunes comme enfants, tous animés par la volonté de défendre. S'il faut soulever 120 millions de Congolais contre l'armée rwandaise, ou même si on engage tout le peuple rwandais et ougandais, tous confondus, ils ne feront pas le nombre de Congolais. Donc nous avons toutes les chances de gagner cette guerre. Effectivement, ça exige certaines actions drastiques qui doivent être posées pour éviter que ces infiltrations, ces noyautages dont on est victime ne continuent de jouer la manœuvre à l'ennemi. Jules Moulumba, que dites-vous à certains opposants congolais ou à des personnalités politiques congolaises qui pensent qu'il ne faut pas pointer du doigt l'agresseur Kagame, qu'il ne faut pas dénoncer Kagame, que c'est une démarche de... Je ne sais plus le terme qu'ils utilisent parce qu'il n'a même pas de valeur. Le populisme. Voilà, ils disent que le président actuel est populiste parce qu'il a désigné Paul Kagame comme l'agresseur. Mama Sifa, est-ce que vous pouvez d'ailleurs vous permettre à ce stade de poser une question à notre invité? Moi, je n'ai pas une question vraiment particulière, mais quand même, je suis content que mon compagnon de combat est ici, mon frère, le Muzalendo. Donc, je suis contente qu'il a trouvé le temps pour venir partager avec le téléspectateur ce que
il a comme message au Azalendo et à tous les gens qui s'intéressent au Azalendo et à la paix dans la région. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a lieu vraiment de se féliciter de la présence de Jules Moulumba. Jules Moulumba, si vous êtes encore visible, je vais vous poser une question d'actualité parce que, comme vous le savez, ces derniers temps, certains amis, en tout cas, se sont inquiétés de problèmes éventuels entre les groupes Ouazalendo. Et apparemment, c'est Kigali qui chercherait à diviser les uns et les autres. Est-ce que vous êtes au courant de cette préoccupation, notamment notre préoccupation à nous à la Voix des Grands Lacs, ou alors c'est probablement aussi des rumeurs qui sont circulées par les communicateurs du régime de Kigali? Pensez-vous que cela puisse arriver, qu'il y ait des problèmes entre les Ouazalendo? Oui, merci beaucoup. Il y a une question que vous avez peut-être sautée, je commence par là. Ces opposants congolais qui pensent que citer Kagame, c'est du populisme. En fait, comme vous le savez, il y a les gens qui ont la mémoire courte, il faut peut-être le dire comme ça. C'est pourquoi j'ai commencé par cette genèse. Avant-hier, c'était Mobutu qui était le faiseur d'hommes. À un moment donné, c'est Kagame et Museveni qui ont été institués, mais le temps et les circonstances ont changé. Il y a ces Congolais qui comprennent que pour Kabila, il a fallu passer au Rwanda pour être président de la République. Par conséquent, on va aussi passer par la même voie pour le devenir. Mais ils ignorent d'abord que Laurent Désiré Kabila, qui était passé par là en premier, a fini par y laisser sa peau. Joseph Kabila, qui a été aussi facilité par les mêmes lobbies, est devenu le président le moins apprécié du peuple congolais, au point qu'il n'a pas su produire même un dauphin après 18 ans de pouvoir. Ça, c'est en fait l'échec cuisant. Dans le principe de leadership, un leader, c'est quelqu'un qui sait créer sa succession. Que tu fasses des merveilles ou pas, mais quand tu ne sais pas assurer ta propre succession, tu as échoué lamentablement. Donc, les rapprochements de Kabila à Kigali, les avantages que Kabila a accordés à Kigali ont fait de lui cet homme non apprécié, non grata même, de la part des Congolais. Et donc, il serait aberrant pour quelqu'un qui réfléchit, n'est-ce pas, de vouloir encore une fois passer par la toilette alors qu'il sait que ça pue pour venir dans la salle à manger. Il va y arriver avec la nausée, il risque même pas de ne pas manger. Deuxième aspect, c'est que euh, Kagame n'est plus cet homme qui était. Kagame n'est plus l'homme de 94, n'est plus l'homme de 96, non plus de 98. Non, même pas Museveni. Ils sont obsolètes. Donc, ce gars-là se trompe. Mais aussi, allez-y comprendre que vous ne demanderez pas à un démon de dire du mal de Satan. Que vous ne me demanderez pas, moi, de dire du mal de Dieu. C'est blasphémer. C'est le plus grand péché pour nous, les chrétiens. Ce qu'on ne veut pas demander à ces politiciens congolais, qui est plébiscité par Kagame, qui est dicté par Kagame, de lui parler du mal contre lui. Et la preuve en est que le discours patriotique du président de la République a fait de lui le président de la République le mieux élu de l'histoire de la République démocratique du Congo, bien au-delà même de Lumumba. Vous comprenez? Ça signifie que il a dit à haute voix, c'est que le peuple mijote à basse voix. Et c'est donc le vœu du peuple. Et la bonne gouvernance se pose la même question de dire que veut le peuple? Peuple azo senganini, c'est comme ça qu'on dit ici. Et quand tu réponds aux exigences du peuple, tu es le meilleur dirigeant, n'est-ce pas? Quand tu fais rêver à ton peuple, c'est à quoi il aspire. Tu as bien gagné avant même de démarrer. C'est pourquoi moi je pense, même si on n'en est pas encore là, le deuxième mandat de Félix sera caractérisé par un succès si effectivement, ayant compris ce que le peuple veut, il applique à la lettre ce qu'il a promis. Sur le plan social, sécuritaire, économique, diplomatique et que sais-je encore, c'est un succès sans précédent qu'il va enregistrer dans ce pays. Et par rapport à la deuxième question, nous sommes des techniciens de la politique régionale de Kigali et de Museveni. Nous sommes des experts 10 fois que Kagame. Moi, je le dis bien. Ce que Kagame fait contre nous maintenant,
avec les mêmes moyens, les mêmes pouvoirs qu'il dispose, nous, on peut le faire 10 fois que lui. Nous savons par où il passe pour diviser, n'est-ce pas? La division qu'ils ont injectée au Congo ne commence pas aujourd'hui. Je vous donne un cas. Moi, je suis Hutu de Rutshuru. Il faut le dire comme tel. Les Rwandais ont toujours cherché une alliance pour que les Hutus accompagnent leurs sales besoins. Et comment ils font? Il faut prendre les Hutus congolais, l'opposer à d'autres communautés, et comme ils ont trouvé un alibi de la présence de ces réfugiés rwandais sur le sol congolais, avec qui ils ont refusé de partager le pouvoir, contre qui ils ont appliqué toutes les tactiques et les techniques pour les déraciner, les massacrer une fois pour toutes sans succès. Ils utilisent ça comme un élément qui leur permet d'amener les autres peuples de l'Est à se monter contre les Hutus congolais. Et par dire, nous sommes tous des frères, des rwandophones, je ne sais pas quoi, et venez pour qu'on pactise ensemble, pour qu'on mette à genoux la République démocratique du Congo et imposer notre logique, les Kinyarwanda et autres. Mais prenant les gens pour des bêtes, ils ignorent à la fois qu'ils ne savent pas partager les mêmes peines, les mêmes joies avec les Hutus rwandais qu'ils qualifient de génocidaires et qu'ils exigent même au fils né hier de demander pardon pour les péchés commis par son grand-père. Ou même, non, même pas des péchés qu'il n'a pas commis, on l'exige. Ils oublient qu'ils ont développé au Rwanda un système monoethnique de l'apartheid modernisé, un peu camouflé, n'est-ce pas? Et ils veulent à tout prix nous... Et à la fois qu'ils vous disent ça, ils viennent, eux-mêmes sont les premiers bourreaux. Ils ont massacré en 96, en 98, en 2000, en 2001, en 2005, en 2000... Et jusqu'à maintenant, ils continuent à massacrer. Ils massacrent qui? Ils massacrent les Hutus. Ils oublient que le peuple qu'ils ont jeté à la pâture, dans les camps de concentration à Goma, dans les camps de réfugiés en Ouganda, où on en dénombre des centaines de milliers, sont majoritairement les mêmes Hutus auprès de qui viennent solliciter une alliance d'hypocrisie. Vous voyez? Donc, ce sont ces stratégies-là qu'ils utilisent, mais qui ne tiennent pas debout parce que nous, on sait démystifier ça. Et quand ils montent une stratégie, ça tombe directement dans nos oreilles. Dernièrement, moi, j'avais personnellement arrêté un émissaire du Rwanda. Il est en prison à Kinshasa, à Ndolo. Un ancien de Rudjurunana qui s'était replié après la mort d'un certain Moussare. Il s'était replié en Ouganda. De là, il sera recruté par les services spécialisés rwandais avant d'être réinjecté au Congo pour des opérations spéciales, notamment la capture de Ben Rutabana, l'assassinat de Mudachumura, de Jean-Michel Africa, n'est-ce pas? Et puis, il venait encore d'être réinjecté sur le sol congolais en 2022 pour venir créer des diversions dans les Ouazalendo, mais aussi infiltrer et capitaliser sa maîtrise du terrain pour recueillir des renseignements les plus fiables auprès des FARDC. Nous, on l'a capturé et il a tout dit. Il nous a annoncé même la création par le régime de Kigali des faux Ouazalendo avec la couverture de certains officiels congolais complices de Kigali. Tout ça, on est. Donc, nous, on est en avance. Ceux qui veulent appliquer, on est déjà au courant, on sait démasquer ça, on sait qui fait quoi. Et à tout moment, on les arrête. On est en train de les cueillir comme des sauterelles. Hein? Par respect des droits humains, nous les envoyons à Kinshasa pour qu'ils soient pris en charge là-bas. Les faux Azalendo, les envoyés de Kigali, leurs émissaires sur notre sol. On est en train de les cueillir, c'est simplement qu'on ne communique pas trop souvent pour des genres des opérations. Voilà. Donc ça ne passera pas, quoi. C'est une grande satisfaction pour nous de savoir effectivement que vous connaissez toutes les stratégies de fragmentation et de division que Kagame a toujours utilisées. Aujourd'hui, effectivement, il est mis à nu. Les gens savent que lui, le grand mangeur de sauterelles, risque de devenir lui-même une sauterelle. En tout cas, c'est ce qui se passe avec les militaires qu'il a envoyés au Congo. D'ailleurs, juste en deux mots, confirmer la mort des officiers rwandais qui ont été bombardés, je pense, il y a quelques jours, à Kichanga ou dans une autre ville de chez vous, là, par un drone. Est-ce que c'est confirmé aujourd'hui?
En tout cas, ils sont en train de mourir en cascade. À Kichanga, beaucoup plus précisément, ça a fait beaucoup d'écho parce que c'est l'épicentre même de ce mouvement de terroristes qui a été touché. Là où on a atteint notamment les spécialistes, n'est-ce pas, en subversion, en renseignement, le colonel Castro, qui était le précaré même du fameux Makenga. Là où on a atteint le fameux Atirasto, n'est-ce pas, qui utilise à la fois sa casquette d'être Hutu, de Massissi, un fameux fils d'un certain Erasto, un panté de Kigali aussi de longue date, qu'on utilisait pour venir tromper les jeunes gens de Massissi et les amener dans cette mésaventure. Et vous l'avez toujours vu dans toutes les grandes activités de ce mouvement. Il était toujours là aux côtés de Makenga et des fois il était même délégué par Makenga. Vous l'avez même vu dernièrement avec Corneille Nanga, tout ça. Donc c'est le cœur même, c'est pas, de cette histoire qu'on a frappé. Voilà pourquoi ça a fait déco. Il y a eu la mort de deux officiers UPDF, effectivement, comme Sevenijou au Malin, le double jeu. Il est à la fois tantôt avec Kinshasa, tantôt avec Kagame, mais il en est le premier perdant. Il y a ces deux officiers, James et Claude. On n'a pas encore eu les autres noms. Il y a un grand colonel du Rwanda, Rutayisire, je ne sais pas qui est tombé sur place. Il y a autant d'autres. Et ça vient s'ajouter à tous ceux qui ont été calcinés à Nyongera récemment par des mêmes frappes ciblées. Il vient s'ajouter à tous ceux qui tombent sur les champs de bataille chaque fois qu'on s'affronte contre eux parce que nous, on n'a jamais eu de repos. Et c'est ce qui justifierait même, n'est-ce pas, le manque de progression. Kagame avait prévu conquérir Goma avant les élections. Il n'a pas pu. Il avait planifié le sabotage de la tenue de la campagne électorale du président de la République à Goma. Il n'a pas pu. Il avait projeté prendre Goma le jour de l'annonce des résultats. Il n'a pas pu. Ils ont projeté des coups d'État à Kinshasa avec le Panté avec Corneille Nanga, avec le fameux John Numbi, avec l'implication directe et indirecte de Kabila, de Katumbi. Ils n'ont pas pu. Hein, ils ont engagé le précaré de la sécurité. La plus grande force spéciale de Kagame est sur le champ de manœuvre chez nous. Ils n'ont pas pu. Vous pensez que là, on fait face à des armées professionnelles des États. Mais allez-y voir la moisson qui est la leur après 2 ans et demi sur le terrain. Vous allez comprendre qu'ils ont lamentablement échoué, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jules Mumba. Eh bien, là, en ce moment, se passe justement la cérémonie d'investiture au stade des Martyrs à Kinshasa. C'est un grand événement qui se passe ce jour, hein, le 20 janvier 2024. Nous n'allons pas commenter cet événement parce qu'il est en cours justement, mais la perspective des Wazalendo après cette date, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou tout simplement avant le 20 janvier 2024 égalera après le 20 janvier? Est-ce que vous, en tant que force quand même combattante, vous allez rester ce que vous êtes ou vous entrevoyez d'évoluer autrement? Est-ce que vous allez faire partie de l'armée nationale ordinaire ou vous allez garder le statut de Wazalendo? En fait, nous, la logique, c'est laquelle? Nous sommes pour la patrie. Donc, nous sommes pour la patrie. On n'a même pas des exigences à donner, n'est-ce pas? Parce que d'abord, le Uzalendo, c'est lié à nos terres, c'est lié à notre pays. Sans notre pays, on est rien, quoi. Sans nos terres, on est apatride, je dirais. Et donc, nous sommes pour la patrie et partout la patrie nous mettra, nous servirons. Et effectivement, la volonté du chef de l'État, c'est de faire de nous les membres de la réserve qu'ils ont décrété, qui ne va pas non seulement comprendre le Wazalendo en tant que tel, mais qui sera un corps national constitué
de tous les volontaires qui voudraient effectivement servir le pays dans le camp de la défense de la patrie. Donc, je pense que là, on servira mieux. Mais aussi, nous avons d'autres capacités qui nous permettent de servir le pays dans différents autres domaines, n'est-ce pas? Il y a parmi nous qui sont des techniciens dans différents domaines qui peuvent servir n'importe où. Je pense que pour nous, la priorité, c'est que le gouvernement mette en place des mécanismes qui nous permettent d'en finir une bonne fois pour toutes alors, avec cette agression. Mettre en place des mécanismes qui sécurisent nos frontières une bonne fois pour toutes. Amener les voisins à nous respecter et celui qui ne nous respecte pas, on le lui contraint. Parce que nous avons cette capacité de les contraindre pour qu'ils nous respectent à jamais. Ce qu'on évitera peut-être, c'est le même esprit prédateur dont ils ont les possesseurs. Nous, on se réservera d'en être parce que, en fait, les Congolais, si vous aurez la chance peut-être de le connaître, c'est un peuple paisible qui ne rêve que la paix et le développement. Les histoires de criminalité, les histoires d'agressivité, d'agression, on n'arrive pas. Dieu nous a donné tout. On n'a rien à envier au Rwanda, on n'a rien à envier en Ouganda, rien à envier de tous les voisins, même pas de l'Europe. Si les Occidentaux nous donnent la paix, en seulement un quart du siècle, un quart de 25 ans, on nous laisse réfléchir sur notre avenir dans 5, 10, 20 ans. Nous sommes ce peuple qui sera le plus dynamique du monde même. Parce qu'au même moment, on nous fait la guerre à Massissi, mais au même moment, un paysan de Massissi sait faire son chat et nourrir 10 enfants, les scolariser, bâtir une maison en tôle ou en matériaux même, pourquoi pas. N'est-ce pas? Le dynamisme politique et économique qu'il y a à l'Est n'est même pas à Kinshasa. Si vous avez la chance de visiter, vous allez vous en rendre compte. Quand les gens quittent Kinshasa, viennent à Goma, ils nous envient. Vous voyez? Ils nous envient, je vous dis bien. Donc, nous sommes ce peuple dynamique, nous ne voulons que la paix. Et nous, l'esprit de Ouzalène qui nous anime, c'est de matérialiser le vœu de ces petits paysans qui voudraient vivre dans ces bananeraies-là bien sécurisés, faisant ses champs, scolarisant et nourrissant ses enfants sans avoir peur d'un cambrioleur, d'un kidnappeur, d'un agresseur qui va venir l'embêter la nuit. Voilà. C'est ça la donne. Et nous pensons que l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui vient, d'abord, il est fils d'un opposant. Il connaît dans les moindres détails c'est quoi le système politique congolais. Il vient, il commence par le pacte avec Kabila. Kabila l'amène chez Kagame, Kagame chez Museveni, patati patata. Et la suite, nous la connaissons tous et il l'a déclaré lui-même. Il accède au pouvoir, on lui dit que pour faire la paix, il faut faire les yeux doux aux membres de l'EAC. Les membres de l'EAC qui sont ces conglomérats d'aventuriers décriés par Laurent Désiré Kabila avant sa mort, les constituteurs même de l'AFDEL. La suite, nous la connaissons tous. Mais avec son génie, l'EAC a été bouté officiellement dehors, même si officieusement ils sont là sous la casquette des M23. Il est ce président qui a renoué les liens avec la SADC, l'allié principal et traditionnel du Congo. Il est ce président qui comprend maintenant c'est quoi l'apport de Ouazalendo. Et le peuple lui-même soutient cette donne parce que, en animant la campagne sous le label de Ouazalendo, vous avez vu même comment Goma est une ville meurtrie, que l'opposition pouvait penser avoir conquis parce que c'est une situation que nous vivons tous, les déplacés de guerre, la guerre, patati patata. Mais Goma, la ville la plus meurtrière, a voté le président à environ 90%. Ça dit quelque chose. Ça signifie l'espoir repose en lui et tout le peuple, spécialement nous, les Ouaza, nous sommes prêts à apporter notre apport le plus significatif possible pour concrétiser ses rêves. C'est un président qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, d'éveiller l'espoir des peuples rwandais, surtout qui sont meurtris, n'est-ce pas, en leur disant vous êtes de peuple ami. Et effectivement, les Rwandais, on n'a pas de problème avec eux. Tout si Hutu, on n'en a pas. Que chacun vive dans son territoire, que chacun accepte ce qu'il est. Je suis Hutu, j'accepte. Je suis Tutsi, j'accepte. Je suis parce que naturellement, c'est Dieu qui a créé ça. Ce n'est pas même moi. Je ne saurais pas changer. Je ne saurais même pas me métamorphoser. Je n'ai pas intérêt. Mais qu'on se respecte mutuellement.
n'est-ce pas? Si tu as 10%, j'ai 100%, viens me dire, mon ami, moi je vis des 10%, aide-moi avec 1%. Je peux te prêter. On peut développer des mécanismes gagnant-gagnant, mais sans que toi tu ne fasses de toi un prédateur, n'est-ce pas, pour venir m'avaler. Toi, tu es une petite mouche, mais tu viens m'avaler, moi, mais tu vas toujours t'éclater, non? Donc, voilà, en bref, même au Congo, qu'on ne vous trompe pas qu'il y a un problème de stigmatisation d'un peuple. Jamais, jamais. D'ailleurs, ceux qui se disent stigmatisés sont les mieux servis. Là, je vous en parle avec les moindres détails. Sous Kabila, les peuples Tutsis, s'il faut le dire comme ça, a été le mieux servi de la République après les Katangé, après les Lubadi Katanga. À titre d'exemple, s'il faut y aller avec des chiffres, ils ont 38 généraux au sein des FRDC. Tous en fonction, sauf Bosco Ntaganda à La Haye, sauf Laurent Kunda, qui est encore au Rwanda pour des raisons que Kagame lui-même connaît. N'est-ce pas? Sur 38, il en reste 36 qui sont bien positionnés. Comment ils sont positionnés? 1. Les chargés de regroupement des écoles, des FRDC au niveau national, Obedi Pouibasira. C'est lui qui décide qui doit aller en Europe, en académie royale en Belgique, aux États-Unis, en Israël, qui doit être promis pour aller suivre les études supérieures dans un centre à Kamina, à Kotakoli, à Kitona, qui doit aller au Chesde, qui doit aller. C'est lui, personne d'autre. Il est qui? Il est Tutsi. Le numéro 1 de la deuxième zone de défense, M. Massunzu, il est qui? Qui contrôle la zone stratégique du Katanga, avec même la province d'origine du président Lekra Kassai. Il est Tutsi. Pas plus tard qu'hier, M. Bisengimana était le numéro 1 de la police nationale congolaise sur toute l'étendue de la République. Après lui, il y a Amouli qui était là, il est Mohamed Delitouri. Ils se disent aussi stigmatisés. Ils avaient, pas plus tard qu'avant-hier, le numéro 1 de la plus prestigieuse régie financière congolaise, la DGDA, qui surveille toutes les recettes douanières et accises au sein de cette république. Tout le monde, même nous quand on faisait les études, moi j'ai fait les sciences commerciales à l'IEC, on rêvait tous être engagés à la DGDA, à la DGI. Vous voyez? Comme des petits agents là. Maintenant, ils avaient les sommets. Et jusqu'à maintenant, ils ont des grands directeurs provinciaux, patati patata. Même l'OFIDA aussi. Oui, c'est ce que je disais. Donc, allez-y comprendre, mon ami, qu'il n'y a pas stigmatisation. Plutôt, il y a un peuple qui rêve dominer un autre. Or, c'est impossible. Si au Rwanda, ils ont réussi, c'est parce qu'il n'y a que 2 peuples, 3 peuples. En assujettissant les Hutus, les Tutsis, les 3 n'existent plus là et c'est fini. Mais au Congo, c'est 450. Vous pouvez aller jusqu'à assujettir 3, 4, 5. Mais en arrivant à 450, il y aura toujours quelqu'un qui se révoltera et vous ne saurez pas. Par conséquent, la bonne manière de vivre de la plus bonne manière avec la paix du cœur, c'est d'accepter avec joie la vie que Dieu nous donne. C'est ça ce que me disait mon enseignant de religion. Si tu ne peux que vivre avec 1%, vivez avec 1%, parce que c'est ça la proportion que Dieu t'a prédestinée. Ne rêvez pas sans. Parce qu'en voulant rêver ça, il y a 99 là qui veulent aussi vivre. Ils vont aussi t'écraser. Ils vont aussi revendiquer leur part. Et tu ne sauras pas. Donc, voilà un peu de la manière la plus équilibrée comment on peut bâtir un pays équilibré, pacifié, comment on peut bâtir une région pacifiée et comment on peut bâtir un monde nouveau. Alors, cette attitude qu'ils ont développée à Kigali, en fait, c'est le régime de Paul Kagame, bien sûr. C'est une attitude de suprémacisme. Quelqu'un qui a tout et qui souhaite avoir plus que tout le monde alors il se considère d'abord comme minoritaire, mais en même temps, il veut avoir tout pour lui. Ça ne passera pas. Au Rwanda, vous dites que c'est passé parce que le pouvoir en place utilise la force et la contrainte, la mort. Ils disent qu'il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. En même temps qu'il n'y a plus d'ethnie au Rwanda, qu'il n'y a plus de Hutu, qu'il n'y a plus de Tutsi. Selon eux, ils vont jouer sur cette sensibilité en RDC et ailleurs. Vous voyez, donc c'est le double langage, c'est la double attitude de mensonge. Mais je crois qu'avec un peu de uzalendo,
que les Rwandais apprendront aussi à développer chez eux, chez nous, eh bien, cela devrait cesser de toute façon. Kagame ne sera pas éternellement au pouvoir, son régime ne sera pas éternellement au pouvoir, surtout que maintenant, chez les voisins, les choses sont bien comprises, notamment en RDC, que cette histoire de Wanyamulenge ou de Watusi qui serait opprimé en RDC, c'était un grand mensonge, vous l'avez bien démontré par des exemples. Et puis, c'est quoi une minorité au Congo, franchement? Un pays où il y a plus de 340 tribus, 450. 450. Chaque tribu Ouais, est une ouais. minorité en soi. Oui, mais comment? C'est ça? Chaque tribu est une minorité par rapport aux autres, par rapport à l'ensemble de la RDC. Et tant mieux si tout le monde se sent majoritaire et minoritaire à la fois. C'est ça qui construit une nation. C'est ça qui construit une Voilà. nation. Alors, le nouveau slogan de RDC après l'élection du président Tshisekedi et son investiture aujourd'hui en cours, c'est tous unis pour la RDC, pour le Congo. Est-ce que vous pensez que ce slogan a beaucoup de chances de développer cette mentalité justement d'unité nationale? Oui, parce que d'abord, l'unité nationale existe. Il faut seulement la cimenter. Pourquoi je dis que ça existe? Le comportement même de tous les Congolais, sauf ces panthères et ces marionnettes, qui se comptent aussi en un nombre trop réduit, n'est-ce pas? Parce que je peux estimer qu'à 100%, 99% des Congolais sont tous, 99,9999. Vous ne saurez pas avoir maintenant là, si on dit à tous les Congolais qui sont pour les terroristes M23, si ça est 20 millions de Congolais, vous ne saurez pas avoir 10 000. Vous ne saurez pas. Faites vous-même le calcul. Vous ne saurez pas 10 000 qui disent, même s'il n'est pas au Congo, il est à l'extérieur du pays, peut-être de peur qu'il soit, 10 000 qui lèvent le doigt de la manière la plus volontaire pour dire je soutiens cette histoire, vous ne le verrez pas. Alors faites la pondération pour comprendre c'est combien. Donc la cohésion existe. Même ces gens-là qui Kagame ont tendance d'instrumentaliser. D'abord, les Hutus, officiellement, ils ont dit que Kagame n'a pas le droit de venir, de prétendre être notre protecteur sur un territoire qui n'est pas le tien. Nous sommes Congolais, on n'a pas besoin de toi. Il en reste les Tutsis. Les Tutsis aussi, ils sont divisés. Allez-y suivre les débats, même dans des spaces Twitter, même dans des débats télévisés. Il y en a qui vous disent, Niet, notre survie ne vient pas de Kigali. Nous sommes Congolais, nous nous acceptons comme tels et on doit vivre notre vie sans être influencé par Kigali. Même dans la nouvelle génération. Je sais vous dire, par exemple, un compatriote congolais, Tutsi Dino de Muheto Mohizi. C'est un garçon de Rubaya qui a fui parce que ses frères, il est de Ngungu, on voulait le tuer parce qu'il lui disait à haute voix, vous voulez nous amener encore la guerre pour que nous tombions dans des pertes inutiles. Nous sommes les grands fermiers du Kivu. Nous sommes les propriétaires terriens, parce que cela, il faut peut-être le dire, la zaïrianisation avec Bisengimana, directeur de Kamidi de Mobutu, avait fait de ces gens-là les grands propriétaires parce qu'il fallait ravir aux Blancs des grandes fermes, des grands pâturages et leur donner gratuitement. Les RCD est venu cimenter ça, ils ont même défriché le parc national de Virunga pour en faire des pâturages. C'est ça Bouiza, c'est ça Kilolirwe, c'est ça Kabalekash à Burungu. Ce sont des terres qui appartiennent jusqu'à maintenant au parc national de Virunga, patrimoine mondial, mais dont ces gens se sont tapés par la force parce qu'ils étaient détenteurs des armes et avec les RCD, ils ont coulé certains actes administratifs des RCD comme des lois, n'est-ce pas? Et ils sont devenus des grands propriétaires. Vous verrez par exemple quelqu'un au Congo qui est détenteur de 5000 hectares à lui seul, un simple citoyen. Ce sont des espaces que certains pays voisins ne savent pas même avoir au niveau national comme des terres arables, n'est-ce pas? Hein? Et avec ça, ces jeunes gens disent, vous voulez encore nous amener la guerre pour en faire quoi? Moi, je suis tout mais je suis sécurisé au Congo, je n'en veux pas de votre histoire. On l'a malmené à Ngungu, il a fui à Kinshasa, on a même failli le kidnapper depuis Kinshasa, Dieu aidant, il a été sauvé. C'est un jeune tout ce qui est physiquement. Et il y a autant d'autres qui meurent dans leur cœur qui ne savent pas s'exprimer comme tel. Donc la cohésion, elle est possible dès lors que tous les Congolais avons pris conscience
Et même ceux-là qui étaient hier instrumentalisés comprennent qu'ils ne doivent plus marcher avec les diables. Donc, ça ira de soi, quoi. Jules Moulumba, nous vous remercions beaucoup pour vraiment vos interventions sur les différents sujets qui montrent que vous n'êtes pas le premier venu, vous avez mûrement réfléchi sur l'action que vous menez et sur la situation de votre pays, aussi bien sur le plan polique, sur le plan du voisinage avec les pays de la région, sur le plan même de la géopolitique. On aura une autre émission dans quelques temps pour justement parler de certaines questions géopolitiques, même si vous l'avez suffisamment abordé aujourd'hui. Nous orientons, nous nous dirigeons vers la fin de cette émission d'aujourd'hui. Je ne saurais vraiment vous remercier assez pour nous avoir rejoints dans les studios de la Voix des Grands Lacs. Avant de vous passer la parole quand même pour votre message de fin d'émission, je vais passer la parole à Mama Sif, à notre sœur, pour qu'elle nous dise ce qu'elle a, comment elle a apprécié cette émission. Elle qui, dans la plupart des émissions que nous faisons ensemble, ne tarit pas d'éloges à l'égard de l'Ouzalendo, à l'égard des patriotes Ouazalendo et à l'égard de la situation actuelle, à l'égard même si elle n'est pas militante au sein d'un parti politique au Congo, je pense, elle n'a pas manqué d'occasion pour marquer son choix pour le président Tshisekedi. Mama Sifa, aujourd'hui que nous assistons à l'investiture du président Tshisekedi, aujourd'hui qu'on sent quand même de l'espoir chez nos frères, nos sœurs Ouazalendo, parce qu'il y a aussi des femmes et des filles qui sont au front avec leurs frères, eh bien, Mama Sifa, je vous passe la parole pour vous adresser à Jules Moulumba, et puis je lui passerai la parole pour la conclusion finale. Merci beaucoup pour la parole. Donc, moi, ce que je dirais, on est Muzalendo. On ne devient pas Muzalendo, mais l'esprit de Muzalendo est dans nous. Et quelqu'un m'avait dit, si tu sens le besoin d'aider, si tu vois quelqu'un qui fait du mal et ça te fait du mal, c'est-à-dire tu as cet esprit-là de Uzalendo. Parce que le Uzalendo, c'est l'humanité, c'est être humain, avoir cet esprit humain et de militer pour la liberté, parce que tous les êtres humains sont nés libres. Et c'est cette liberté qui nous anime. Donc, moi, je suis Muzalendo. Même si je ne suis pas sur terrain, mes frères, comme le frère Moulumba sont sur terrain, moi aussi je fais mon Ozalène d'une autre manière. Si je trouve une plateforme pour parler de ce qui nous arrive dans notre région, c'est ça ce que je fais et j'ai commencé ce combat il y a quand même quelques années pour expliquer aux gens ce qui nous arrive au Congo. Et c'est ça le Uzalendo. C'est un sentiment de satisfaction de voir que notre président Tshisekedi va encore nous diriger pour les 5 prochaines années. Ce que je dis toujours au peuple congolais, ce n'est pas seulement le président qui va changer le Congo. Il faut que les gens aussi mettent en tête que c'est pas Tshisekedi qui va venir construire les routes, qui va construire les petits ruisseaux chez nous. Donc, nous, en tant que le peuple congolais, on doit travailler avec lui pour changer les choses. Et comme mon frère l'a dit, le peuple congolais est derrière le président parce qu'il a exprimé, le peuple a exprimé ce qu'il ressent pour notre président. Donc, l'investiture d'aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction, mais aussi valider l'aspiration du peuple. Donc, le peuple a vu dans notre président quelque chose qu'il recherchait. Et donc, j'espère que le peuple ne sera pas déçu.
Concernant mon frère Jules Moulumba, merci beaucoup d'avoir venu. Donc ça, c'est une plateforme qu'on utilise souvent pour passer le message au peuple congolais, aux politiciens congolais, aux Wazalendou. Donc, n'hésitez pas de venir la prochaine fois si vous avez le temps. Je sais que vous êtes un homme très occupé, mais on est ensemble et merci beaucoup. En clôturage, je dis toujours la patrie ou la mort nous vaincront. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Amen. Sifa. Cher Jure Moulumba, à vous la parole maintenant pour. Je vais peut-être vous mettre en grand pour vous adresser vraiment au peuple congolais, au peuple du Nord Kivu, au président de la République qui est en train en ce moment de prêter serment, je suppose, parce que ça a commencé, j'ai vu les images tout à l'heure, et aussi quand même au peuple de la région, au peuple frère de la région, pour qu'ils sachent que les Wazalendo, ce sont des gens qui ont une idéologie claire d'unité d'Afrique, d'unité des Africains, de bonnes relations avec les voisins, mais surtout du respect de la souveraineté de leur pays d'origine, le Congo, et de l'intégrité territoriale de ce pays qu'ils sont prêts à défendre au prix de leur sang. À vous la parole, Jules Moulumba. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie encore une fois pour m'avoir accordé cette occasion de parler à travers votre chaîne. Je salue aussi l'engagement patriotique de notre maman Mouzalendo. Son habillement même prouve qu'elle est Mouzalendo depuis l'Europe parce que ça reflète l'originalité, quoi. Euh, je, je l'ai toujours suivi, apprécié. Je l'ai découvert à travers toujours des plateformes comme ça, parce qu'on ne se connaissait pas. Mais le nom de Davara, moi, je connais parce que son papa fit aussi un Mouzalendo. Nous sommes en fait les descendants de Wazalendo. Ce que nous faisons, c'est ce que nos pères ont fait dans le temps. Parce que même pour accéder à notre indépendance, ce que je n'ai pas spécifié, nous, nos grands-pères ont contribué sensiblement. Là, il y a l'Indès Daniel, qui était le Moami de Bahutu à l'époque. Il y a le Nzamu Kwereka, c'était un grand dignitaire de Massissi. Il y a le Marcel Bissoukiro, il y a le Bahizier. Donc, ce sont des gens, des grands-pères à nous, qui ont milité. Après, il y a la génération de Nzabara, de Muhozi, de Capitaine Kabunga, vous voyez, des Rouguenera et les autres, qui sont de la deuxième génération des Ouazalendo après les indépendances. Et la troisième, malheureusement, dont les vies ont été fauchées par les mêmes messieurs que vous connaissez. Et nous sommes en train de renaître des cendres de ceux-là qui nous ont précédés. Voilà pourquoi nous savons le faire professionnellement, parce que nous avons des prérequis même dans le sang. Donc, je salue sa présence ici, cette brave dame. Saluti, saluti. C'est comme ça que nous, on se salue à vos ordres. Et là, je voudrais effectivement m'adresser principalement au président de la République, à qui nous réitérons nos sincères félicitations pour la réélection, la brillante réélection dont il est bénéficiaire. Aujourd'hui, c'est effectivement l'investiture, c'est une journée mémorable pour la République et pour le peuple congolais qui a effectivement porté son dévolu sur ce premier Mouzalendo de la République démocratique du Congo et de la région. Mais aussi, nous remercions effectivement ce peuple congolais pour ce bon choix. Parce que le discours que tout un chacun parmi ces candidats a tenu pendant sa campagne a permis à chaque Congolais de savoir de quel côté il danse. Et si la écrasante a jeté son dévolu sur le président Félix, effectivement, c'est parce qu'ils ont compris que c'est l'homme providentiel pour la situation que le Congo traverse. Et nous pensons que c'est un mandat de succès cette fois-ci parce que ça sera exempt de toutes les trahisons possibles que nous avons connues pendant les premiers mandats. Des accords que je peux qualifier de nauséabonds, moi, effectivement, qui ne nous ont pas avantagés nullement pas.
ne sont plus au rendez-vous. Les histoires des FCC cachent l'implication du Rwanda, de l'Ouganda, de la communauté internationale pour légitimer les choix. Non. Maintenant, c'est la légitimation du peuple qui a parlé et là, tout le monde est censé se courber. Il n'y a personne d'autre qui est au-delà du peuple, au-dessus du peuple. Et au peuple voisin, je pense que le discours du président était à la fois nationaliste, mais aussi panafricaniste. Nous aspirons tous à la paix. Même le plus cruel possible, il aime que la cruauté se fasse chez l'autrui, mais chez lui, il aime la paix. Nous voulons cette paix pour nous tous, pour la région et pour tous les voisins, spécialement le Rwandais qui reste meurtri au même titre que nous et qui doit vivre le même bonheur, la même paix, la même dignité, n'est-ce pas, au même titre que le Congo, qui doivent aussi vivre la fraternité. Parce que nous l'avons connu dans les temps, sous le régime de Kayibanda, sous le régime de Abiyarimana. On était frères. Moi, chez nous, il y avait un internat, là où il y a des Rwandais, des Congolais qui venaient tous étudier. Et ce n'était pas surprenant de voir un enfant d'un général venu du Bas-Congo venir étudier chez nous. Après ses études, il passe par Gisenyi pour aller se taper un bon emploi à Kigali. Ça, on l'a vécu. C'était le bon voisinage. Et il n'y avait pas, c'est tout ce qu'on est en train de vivre maintenant là. Donc la paix est possible dans ce pays, la paix est possible dans la région. Le Congo étant même le cœur de l'Afrique, nous avons tous intérêt de militer pour sa stabilisation et son développement, parce que le développement du Congo, avec tout ce qu'il a comme potentialité, va booster une fois pour toutes la région, et l'Afrique et pourquoi pas le monde. C'est aussi une bonne occasion de lancer un message à toutes les puissances mondiales ou internationales. On ne peut jamais vaincre un peuple engagé, déterminé. Si ils avaient fait une analyse biaisée vis-à-vis du peuple congolais que nous sommes, ils doivent réajuster leurs calculs. La balkanisation de ce pays ne passera pas. Parce que nous, on n'est pas le Soudan où ça s'est passé automatiquement. Le peuple congolais, c'est un peuple qui aspire à l'unité. C'est un peuple trop jaloux de sa patrie, trop jaloux de son patrimoine socio-culturel, économique, et que sais-je encore, et on ne saura pas le diviser, quelle que soit la stratégie. Donc, c'est bien de penser plutôt autrement. Comment rentabiliser pour le bonheur de tous toutes les richesses dont regorge la RDC, sans toutefois faire les Congolais des victimes de cette bénédiction dont ils n'ont pas eux-mêmes sollicité. Et c'est possible, effectivement, de rentabiliser ça pour le bien-être de tous. Mais si s'hasarde, si s'évertue à continuer avec cette donne de l'imposition d'une certaine ligne à suivre, d'une certaine conduite à se tenir, d'un certain comportement, si c'est passé dans certains pays, chez nous, ça ne passera pas. Et ils finiront par sortir par la petite porte, par la petite fenêtre, alors qu'ils pouvaient bien passer dignement par la grande porte. Merci beaucoup et je vous remercie et à plus tard. C'est moi qui vous remercie beaucoup et je profite de l'occasion, d'ailleurs, au nom de la Voix des Grands Lacs, pour remercier tous les Wazalendo, tout le peuple du Nord Kivu et de la région des Grands Lacs. Mais aussi profiter de cette occasion, bien sûr, pour adresser mes félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup, Jules Moulumba. Et donc, à très bientôt. Je compte sur vous pour d'autres émissions. Chaque fois que vous aurez besoin d'expliquer des choses, la chaîne des Grands Lacs, je pense, est la mieux indiquée pour passer le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne suite à nous tous. Nous, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. Voilà, fêtons cet événement d'aujourd'hui. Merci. Hein? Merci. Merci, bonne suite. Ciao.